Sais-tu qui fut la première femme à pousser d'innombrables réalisateurs, acteurs et même des responsables politiques à admettre qu'elle était tout simplement irrésistible? Elizabeth Taylor, la femme aux légendaires yeux violets et au tempérament incendiaire. Star absolue dans son rôle mythique de Cléopâtre, elle devint aussi une icône de rébellion dans sa vie amoureuse. La vérité derrière ses 8 mariages éclairs, ses nuits débridées et sa liaison passionnelle avec Richard Burton a laissé derrière elle une multitude de questions sans réponse. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir ce qui l'a vraiment brisé pendant ces derniers jours. Elizabeth Taylor s'est souvent retrouvée en couverture de magazines à scandale à cause de sa vie sentimentale tumultueuse. Mais peu de gens savent qu'en coulisses, elle était une femme pleine de compassion, d'intelligence et profondément sensible à la souffrance des autres. Née en 1932 à Hampstead, en Angleterre, dans une famille américaine, Elizabeth déménagea en Californie avec ses parents en 1939 pour échapper au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Sarah Southern, avait autrefois été une actrice réputée à Broadway. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Sarah aurait entretenu une relation avec le magnate de MGM, Louis B. Mayer. Mais si sa mère savait se montrer douce et diplomate, Elizabeth, elle, était tout l'opposé. Dès l'enfance, elle affichait une personnalité audacieuse, directe, n'hésitant jamais à montrer son mépris pour Mayer, qu'elle considérait comme arrogant, autoritaire et cruel. Taylor plaisantait un jour en disant qu'il ressemblait à un manchot maladroit qui passait son temps à écraser ceux qui travaillaient pour lui, avant de se noyer ensuite dans le vin et l'auto-apitoiement pour mieux reprendre son trône. La carrière d'actrice d'Elizabeth Taylor a commencé très tôt. À seulement 12 ans, elle décrocha le premier rôle dans National Velvet. C'est sur ce tournage qu'un accident lui laissa des cicatrices, physiques et émotionnelles, pour la vie. King Charles, le cheval d'ordinaire si doux avec elle, la projeta soudain violemment au sol, provoquant une grave blessure au dos. Pourtant, Elizabeth ne lui en voulut jamais. Elle demanda même à garder King Charles après la fin du tournage, preuve de sa capacité à pardonner, même lorsqu'elle était celle qui souffrait. Mais cette blessure allait assombrir son existence pendant des décennies, l'obligeant à vivre avec une douleur chronique quasi permanente. Son adolescence fut loin d'être paisible. Un jour, après que Mayer eut insulté sa mère, la jeune Elizabeth releva la tête avec défi et lança qu'il pouvait, lui et tout son studio, aller se faire voir. Sa sortie provoqua un scandale et on exigea qu'elle présente des excuses. Elizabeth refusa catégoriquement. Ce caractère intrépide l'a fait mûrir plus vite que les autres, mais il a aussi alimenté des rumeurs choquantes. Certains biographes affirment même qu'Elizabeth aurait eu une brève relation avec Ronald Reagan, alors acteur de 36 ans, à une époque où elle était encore bien trop jeune. Même si cette histoire reste impossible à confirmer, elle ajoute une couche supplémentaire au drame qui entoure la vie déjà controversée de la légende hollywoodienne. En 1950, Taylor se maria pour la première fois avec Conrad Hilton Jr., héritier de l'empire hôtelier Hilton. Derrière ce mariage fastueux, qui ressemblait à un véritable conte de fées, se cachaient des réalités bien plus sombres. De nombreux historiens pensent que MGM a orchestré l'union pour propulser la jeune actrice au rang de star. Ils ont tout arrangé, la robe de mariée extravagante, la tenue de nuit pour la lune de miel, même une énorme campagne médiatique. Mais une fois la porte de la chambre refermée, ce fut un cauchemar. Hilton était alcoolique, joueur et même violent envers Taylor. En à peine 3 mois, leur mariage s'acheva dans la misère, laissant à Elizabeth des blessures émotionnelles profondes. Au lieu de lui témoigner de la compassion, MGM la força à jouer dans Love is Better Than Ever, comme une forme de punition pour avoir quitté son mari. Et Hilton ne fut pas le seul à tenter de la traiter comme un objet. Howard Hughes, le réalisateur excentrique et inventeur richissime, proposa un jour à ses parents une somme vertigineuse simplement pour l'épouser. Elizabeth eut la clairvoyance de refuser. Elle refusa d'être achetée comme une propriété, affirmant avec force sa valeur et son indépendance. Son mari suivant fut Michael Wilding, un acteur anglais de 20 ans son aîné. Au début, ce mariage offrit à Elizabeth un semblant de paix. Ils eurent 2 fils et formaient en apparence une famille heureuse.
Mais cette tranquillité vola en éclats lorsqu'elle découvrit que Wilding organisait régulièrement des soirées décadentes autour de la piscine, invitant de jeunes femmes pour divertir ses amis. Encore une fois, elle dut affronter la trahison et l'effondrement de son couple. Et ce n'était pas le seul scandale entourant leur union. La chroniqueuse à la langue acérée Ada Hopper affirmait que Wilding cachait un secret à sa jeune épouse, qu'il serait en réalité attiré par les hommes. Hopper insinuait même qu'une relation plus qu'amicale le liait à son ami proche, Stewart. Malgré cela, Taylor et Wilding se marièrent. Mais Hopper continua de publier des articles laissant entendre que Wilding flirtait constamment ailleurs. James Dean, incarnation du jeune rebelle hollywoodien, partit bien trop tôt, laissant le public en état de choc. Mais personne ne fut plus dévasté qu'Elizabeth Taylor. Lorsque l'accident de voiture coûta la vie à Dean, elle se trouvait sur le tournage de Giant, aux côtés de lui et de Rock Hudson. La nouvelle foudroya tout le plateau. Pourtant, le réalisateur George Stevens, froid et inflexible, força Elizabeth, noyée dans le chagrin, à tourner immédiatement une scène de réaction prévue pour un passage avec Dean. Elle fut anéantie, furieuse, et garda cette rancœur toute sa vie, ne pardonnant jamais à Stevens une telle cruauté. Peu après, un autre homme très proche de Taylor fut victime d'un drame. Montgomery Clift, acteur sensible et l'un de ses amis les plus chers, accepta à contre-cœur d'assister à une soirée chez Elizabeth alors qu'il se sentait mal. Sur le chemin du retour, Clift s'endormit au volant et s'écrasa contre un arbre. Horrifiée, Elizabeth accourut sur les lieux, le prit dans ses bras dans un moment suspendu entre la vie et la mort jusqu'à l'arrivée des secours. Clift survécut, mais son visage fut définitivement défiguré. Il sombra dans les antidouleurs, les comportements instables et fut finalement rejeté par Hollywood. Alors que tous s'éloignaient, Taylor, elle, resta fidèle. Elle exigea farouchement que les studios engagent Clift à ses côtés, allant même jusqu'à proposer sa propre rémunération comme garantie. Mais le destin fut impitoyable. Clift mourut à seulement 45 ans, avant de pouvoir tenter un véritable retour. Les pertes s'accumulaient. Pourtant, Elizabeth continuait à chercher le bonheur. En 1957, après son divorce d'avec Michael Wilding, elle entama son troisième mariage avec le producteur Mike Todd. Contrairement au romantisme discret de Clift, Todd était bruyant, extravagant, un véritable showman. Il organisait des événements parmi les plus ostentatoires imaginables. Pour l'anniversaire d'Elizabeth, il loua carrément le Madison Square Garden, invita 18 000 personnes et fit même diffuser la soirée en direct sur CBS. Pour Todd, l'amour ne pouvait exister sans cadeaux somptueux. Diamants, bijoux étincelants, parures d'or. La presse n'hésita pas à qualifier Taylor de « croqueuse de diamants ». Mais en réalité, leur relation était loin d'être simple. Un jour, lors d'une sortie à trois avec Debbie Reynolds, celle-ci fut stupéfaite de voir le couple se lancer dans une violente dispute. En voulant intervenir pour défendre Elizabeth, Reynolds fut vite remise à sa place lorsque Taylor répondit calmement que pour elle et Mike, ce genre d'accrochage n'était même pas un conflit, juste un prélude à la passion. La même année, Taylor et Todd accueillirent leur fille, Lisa. Le bonheur semblait enfin à portée de main. Elizabeth triompha même de Marilyn Monroe en décrochant le rôle de Maggie dans La Chatte sur un toit brûlant, une victoire professionnelle éclatante. Mais au moment où le tournage commençait tout juste, la tragédie la frappa encore. Mike Todd se tua dans un accident d'avion le tout premier jour où elle mettait le pied sur le plateau. Le choc plongea Elizabeth dans un état de détresse profond, lui provoquant même un bégaiement. Heureusement, l'accent du sud de son personnage lui permit de le masquer à l'écran. Le mariage avec Todd devint le seul de sa vie qui ne se termina pas par un divorce. Elizabeth Taylor affirma plus tard que Mike Todd fut l'un des 3 grands amours de sa vie, aux côtés de Richard Burton et, bien sûr, de sa fabuleuse collection de bijoux. Mais les scandales autour de sa relation avec Todd n'étaient rien comparés à la tempête médiatique déclenchée par son mariage suivant. Quelques heures à peine après la signature des papiers du divorce d'Eddie Fisher, mari de Debbie Reynolds, chouchoute de l'Amérique, Elizabeth l'épousa aussitôt. C'en était presque incroyable, alors qu'elle sortait à peine du deuil de Todd,
Elle semblait maintenant avoir publiquement ravi le mari de sa meilleure amie. « Tu sais que je pourrais te tuer avec cette béquille ? Bon sang, mais qu'est-ce que tu crois, franchement ?» Pour Hollywood et pour toute l'Amérique, ce qui arriva ensuite fut un scandale sans précédent. Juste avant cela, Taylor et Debbie Reynolds étaient inséparables, parmi les amis les plus proches du milieu du spectacle. L'affaire devint encore plus choquante lorsque la presse révéla un détail particulièrement cruel. Pendant que Fisher et Taylor vivaient leur relation secrète, Debbie appela son amie. Mais ce n'était pas Elizabeth qui décrocha. C'était Eddie Fisher, le mari même qui la trahissait. Avec un calme presque glacial, Debbie répondit « Chérie, retourne-toi que je puisse parler à Elizabeth. » Cette réplique devint légendaire, exposant la douleur nue d'une femme qui, en un instant, venait de perdre son mari et sa meilleure amie. La fureur du public s'abattit sur Taylor sans aucune pitié. Taxée de traîtresse, elle fut submergée par un véritable raz-de-marée de critiques, où qu'elle mette les pieds. Après l'immense succès de La Chatte sur un toit brûlant en 1958, Elizabeth envisagea même de prendre sa retraite, de disparaître un temps des projecteurs. Mais MGM n'en avait aucune intention. Dans une confrontation amère, le studio la força à jouer dans Butterfield 8, un film où le rôle principal était celui d'une call girl, aux côtés d'Eddie Fisher lui-même. Elizabeth détesta cette décision. Pendant tout le tournage, elle adressa à peine la parole au réalisateur, ne faisant que ce qui était strictement indispensable. Et pourtant, le destin fut d'une ironie cinglante. La performance qu'elle exécra lui valut son tout premier Oscar de la meilleure actrice. Les critiques furent enthousiastes, le public admiratif, mais Elizabeth resta d'une franchise implacable. Je pense toujours que ce film est une horreur. Le prochain tournant de sa vie arriva avec Cléopâtre en 1961. C'était alors la production la plus extravagante de toute l'histoire d'Hollywood, et Taylor devint la première actrice à toucher un salaire d'1 million de dollars. Une somme absolument inimaginable à l'époque. Lorsqu'on l'interrogea sur ce cachet record, elle répondit avec un sourire en coin « Si quelqu'un est assez idiot pour me payer 1 million de dollars pour tourner un film, je ne suis certainement pas assez idiote pour refuser. » Pour Elizabeth, c'était à la fois un triomphe personnel et une petite revanche contre ceux qui l'avaient longtemps sous-estimée. Mais Cléopâtre ne fit pas qu'enrichir Taylor. Le film la propulsa dans un tourbillon mêlant amour, scandale et politique. En 1959, après la mort de Mike Todd, Elizabeth s'était convertie au judaïsme et avait pris le nom d'Elisheba Rachel. Bien que cette décision fût spirituelle et intime, elle la propulsa malgré elle au cœur d'un conflit international. Le gouvernement égyptien refusa d'abord de lui accorder un visa en raison de sa religion, menaçant d'arrêter le tournage. Finalement, l'envergure colossale du film força le Caire à faire marche arrière. Mais cette polémique politique fit de Taylor une cible idéale pour la presse. Et ce n'était qu'un début. Cléopâtre mit aussi le feu à l'un des romances les plus scandaleuses de l'histoire du cinéma, Elizabeth Taylor et Richard Burton. Tous deux étaient bis-mariés, mais l'attraction électrique entre eux pendant le tournage balaya toutes les barrières. La presse les traqua sans relâche. Les groupes religieux les condamnèrent. Et pourtant, Taylor et Burton ne cherchèrent jamais à se cacher. Ils s'embrassaient sur des yachts, exhibaient des bagues étincelantes en public, défiant l'indignation mondiale avec une passion totalement débridée. Au cœur de cette frénésie médiatique, Taylor se retrouva une nouvelle fois face à la mort. Pendant le tournage, elle contracta une grave pneumonie. Lorsque son assistante la trouva, son visage avait viré au bleu-vert et son souffle était presque inexistant. Hollywood trembla devant les rumeurs annonçant que sa reine était morte sur le plateau. Les médecins durent y pratiquer une trachéotomie d'urgence et son état était si critique que plusieurs grands médias diffusèrent prématurément l'annonce de sa mort. Dans la brume de la maladie, Taylor raconta plus tard une vision troublante. Elle jura avoir vu son défunt mari, Mike Todd, lui dire « Ce n'est pas encore ton heure, mais quand elle viendra, je t'attendrai de l'autre côté. » Elizabeth Taylor et Eddie Fisher divorcèrent officiellement en 1964, mettant fin à un mariage marqué par les scandales. Ce qui surprit beaucoup de monde, c'est qu'après tout cela,
Elizabeth parvint finalement à se réconcilier avec Debbie Reynolds, la femme même dont elle avait pris le mari. Elles ne redevinrent jamais aussi proches qu'avant, mais un respect mutuel finit par s'installer. Avec Fisher, en revanche, Taylor fut inébranlable. Après leur séparation, ils ne se reparlèrent jamais. 2 ans plus tard, Elizabeth franchit un nouveau cap dans sa carrière en tournant aux côtés de Richard Burton dans Qui a peur de Virginia Woolf, 1966. Ce film audacieux abordait des thèmes adultes, des tensions conjugales et un langage si cru qu'il força l'Association américaine du cinéma, MPAA, à réviser entièrement son système de classification, créant une catégorie équivalente à l'actuel interdit aux moins de 18 ans. Ce rôle consacra non seulement le talent dramatique de Taylor, mais devint aussi une pierre angulaire de la relation tumultueuse entre elle et Burton. La relation Taylor-Burton devint le symbole suprême d'un amour à la fois passionné et destructeur. Ils se marièrent, divorcèrent, se remarièrent, puis mirent définitivement fin à leur histoire en 1976. Au cœur de leur romance enflammée, Burton offrit à Taylor un diamant stupéfiant de 69 carats. Assuré pour $1 million, il ne pouvait être porté par Elizabeth que 30 jours par an. Pour beaucoup, ce bijou incarnait toute l'extravagance et l'intensité de leur amour. Mais après leur rupture, Taylor vendit la pierre pour financer la construction d'un hôpital au Botswana. Un geste qui choqua autant qu'il impressionna le public. Burton, de son côté, laissa derrière lui des journaux intimes publiés après sa mort. On y trouve des critiques acerbes de collègues, de films auxquels il participa, et de nombreuses remarques piquantes sur Elizabeth elle-même. Il écrivit un jour « Les pires choses de ma vie me sont arrivées à Rome », en référence au chaos du tournage de Cléopâtre. Par moments, il admettait que Taylor était tellement ivre qu'elle peinait à lire ses répliques. Et pourtant, sous ces mots durs subsistait un amour farouche, une passion dont Burton ne put jamais se libérer. Une muse autant qu'un tourment. Après Burton, Elizabeth tenta de retrouver le bonheur dans un 7e mariage, cette fois avec John Warner, un homme politique américain. Mais la vie à Washington, ses règles rigides et ses soirées politiques austères ne lui convenaient pas. Elle se sentit de plus en plus seule et chercha refuge dans l'alcool et les médicaments pour combler le vide. Le mariage prit fin en 1982, laissant une nouvelle cicatrice émotionnelle sur son cœur. Pourtant, Taylor n'abandonna jamais son désir d'aimer et d'être aimée. En 1991, à presque 60 ans, elle stupéfia le monde en épousant Larry Fortensky, un ouvrier du bâtiment de 20 ans son cadet. Leur mariage dura près de 5 ans et s'acheva paisiblement, sans scandale ni amertume. Un contraste saisissant avec les unions tumultueuses qui avaient jalonné sa vie. Au-delà de son amour pour les hommes, Taylor était aussi célèbre pour l'affection profonde qu'elle portait aux animaux. Elle plaisantait souvent. Certains de mes meilleurs partenaires masculins ont été des chiens et des chevaux. Elle écrivit même un livre pour enfants, racontant ses aventures avec ses compagnons à 4 pattes. Un jour, face à l'obligation de mettre ses chiens en quarantaine à son retour en Angleterre, Taylor choisit une solution. Très Taylor. Plutôt que de les laisser en chenil, elle paya pour qu'ils vivent sur un yacht ancré au large. Un geste à la fois controversé et parfaitement à son image. Extravagant et passionné. À côté de son mode de vie somptueux, ce furent surtout les yeux de Taylor qui captivèrent le public. D'un reflet presque violet, il semblait appartenir à ce rare 1% de la population possédant une teinte véritablement exceptionnelle. En réalité, ses yeux étaient bleus. Mais le maquillage savamment travaillé et les éclairages calculés par son équipe donnaient cette nuance violacée presque surnaturelle. Même sans être réellement pourpre, son regard suffisit à devenir une légende du grand écran. D'un point de vue médical, ses yeux étaient encore plus singuliers. Taylor portait une mutation génétique FOXC2 qui lui donnait une rangée supplémentaire de cils. Cette double ligne de cils renforçait son charme irrésistible, même si elle comportait des risques. Les cils supplémentaires se recourbaient parfois vers l'intérieur et lui éraflaient la cornée. Au-delà de ses nombreux mariages, Taylor connut aussi des romances brèves avec plusieurs personnalités célèbres. Parmi elles figuraient des icônes d'Hollywood et de la culture.
Robert Stack, le présentateur au charme ténébreux de Unsolved Mysteries, l'acteur spirituel Peter Ustinov, la star Mickey Rooney, le journaliste Carl Bernstein, l'un des hommes qui révéla l'affaire du Watergate, et même la légende du glam rock David Bowie. Mais en 1985, un événement bouleversa Elizabeth à jamais. Son ami de toujours, Rock Hudson, mourut du sida. La nouvelle lui arracha non seulement un être cher, mais la propulsa aussi dans un combat social que très peu d'artistes osaient affronter à l'époque. Elle devint une voix pionnière dans la sensibilisation au VIH et dans le financement de la recherche. Avec plusieurs collègues, Taylor cofonda l'AMFAR, l'American Foundation for AIDS Research. En un peu plus de 10 ans, en 1997, l'association avait déjà récolté plus de 83 millions de dollars, une somme vertigineuse qui démontrait à la fois l'influence de Taylor et sa détermination. L'image de la star glamour, longtemps associée au luxe et aux projecteurs, se mêla désormais à celle d'une militante humanitaire, lui valant une nouvelle forme d'admiration et de respect. Dans ces dernières années, Taylor affronta une réalité plus dure que n'importe quel scénario qu'elle avait joué. Son corps, autrefois radieux, céda sous le poids de multiples maladies, diabète, cancer de la peau, insuffisance cardiaque, tumeur cérébrale, sans compter les ravages de l'addiction et les conséquences de plus de 40 opérations majeures, dont plusieurs prothèses de hanches et une hystérectomie. Elle fut hospitalisée plus de 100 fois. La lumière de sa gloire au cinéma s'estompa, non parce qu'elle l'avait décidé, mais parce qu'aucun studio n'acceptait plus d'assurer une actrice au dossier médical aussi fragile. Lors d'un entretien bouleversant avec Barbara Walters, Elizabeth avoua « Je n'ai jamais voulu arrêter de faire des films, mais je n'avais pas le choix. Autrement, les gens pourraient me penser que vous manquez de bonnes manières. » Malgré tous les hommes qui traversèrent sa vie, Elizabeth Taylor affirma toujours que Richard Burton était son seul et véritable amour. Après Richard, les autres n'étaient là que pour me tenir compagnie, confia-t-elle un jour. Après la mort de Burton, Taylor assista à son service commémoratif et reçut une dernière lettre qu'il lui avait écrite. Le simple fait de reconnaître son écriture la brisa entièrement. Elle n'en révéla jamais le contenu complet, seulement un fragment. « Home is where Elizabeth is, and I want to come home. » Le foyer, c'est là où est Elizabeth, et je veux rentrer à la maison. Elle conserva cette lettre sur sa table de chevet jusqu'à ses derniers jours, preuve que leur amour, aussi brisé, aussi tourmenté fut-il, n'avait jamais cessé. Le 23 mars 2011, Elizabeth Taylor rendit son dernier souffle. Selon les instructions laissées dans son testament, son cercueil arriva à la cérémonie avec 15 minutes de retard. Elle voulait être en retard avec élégance, même dans la mort. Le geste fit pleurer et sourire les personnes présentes. Du pur Elizabeth, une étoile qui refusait de s'éteindre discrètement. Après sa disparition, beaucoup se demandèrent si Taylor serait enterrée aux côtés de Richard Burton. Mais ce souhait ne fut jamais exaucé. La dernière épouse de Burton, Sally Hay, acheta les parcelles voisines et fit ériger une grande pierre tombale couvrant les emplacements adjacents, une ultime revendication. Elizabeth Taylor ne fut donc pas inhumée auprès de Richard Burton. Mais elle réalisa son désir le plus intime, être enterrée avec sa dernière lettre. Dans son cercueil orné ne reposait ni le diamant de 69 carats, ni un château, ni les gloires d'Hollywood, mais quelques lignes manuscrites de l'homme qui l'avait fait vivre, aimer et souffrir avec une intensité extrême. Et c'est peut-être cela, plus que tout le reste, qui fit d'Elizabeth Taylor non seulement une légende du grand écran, mais une légende de l'amour lui-même.